Et donc pour terminer cette explication, d'abord terminer le premier mouvement au vers 21, on a une sorte d'élargissement du point de vue. Le long des gazons verts ricanent les voyous, et rendus amoureux par le chant des trombones, très naïfs, fumant des roses, les piou-piou caressent les bébés pour enjôler les bonnes. On quitte un petit peu la sphère de la bourgeoisie ici pour se focaliser sur d'autres personnages. Donc d'abord les voyous, le terme est vraisemblablement hyperbolique pour désigner une jeunesse pas encore tout à fait intégrée, une jeunesse tapageuse qui ricane le long des gazons verts, mais il y a toujours un côté péjoratif avec l'emploi du verbe ricaner, ce qui souligne que Rimbaud se distingue de ces individus malgré tout. Ensuite, on a l'évocation des piou-piou, donc encore une fois un terme assez audacieux utilisé à la rime, un terme qui va utiliser le registre musical, et comme on l'a vu depuis le début du poème, on a beaucoup d'éléments qui vont jouer sur la musicalité des mots utilisés, que ce soit par des allitérations, des assonances, ou par l'utilisation notamment à la rime de termes rares comme quack, ce qui peut donner presque un nouveau sens encore au terme à la musique, comme si c'était un poème qui jouait avec la musicalité des mots. En tout cas, les piou-piou donc sont des soldats. Ça rappelle encore une fois le militarisme de la société de l'époque évoqué au début du poème, dans la deuxième strophe. Et ces piou-piou sont présentés de façon très péjorative. On a déjà très naïf, qui va les présenter comme un peu bêtes d'une certaine façon. Et puis, rendus amoureux par le chant des trombones, on peut connoter leur absence de subtilité, de finesse, parce que le trombone, c'est a priori pas l'instrument le plus romantique qui soit, donc ça renvoie à l'idée de lourdeur, d'absence de grâce et de finesse intellectuelle de ces soldats. Et puis, on voit en plus apparaître dans la vers 24 une sorte de stratégie de séduction immédiatement mise au jour par le poète. Il caresse les bébés pour enjôler les bonnes. Donc pour séduire les bonnes qui s'occupent des enfants, des bourgeois. Donc si on résume ce premier mouvement, on voit une critique satirique et pleine d'humour de la part de Rimbaud qui va tourner en dérision ces bourgeois qui exhibent leur richesse, qui vont étaler leur supériorité sociale à l'occasion d'un concert particulièrement médiocre. Le deuxième mouvement, qui commence au vers 25, marque une rupture immédiate, notamment avec l'emploi du tiret. Et puis surtout, on voit l'apparition de la première personne. Moi, je suis, débraillé comme un étudiant, sous les marronniers verts, les alertes fillettes. On peut d'abord faire une remarque sur le verbe être ici, je suis, qui n'est pas le verbe être d'ailleurs, parce que c'est le verbe suivre. Au sens strict, Rimbaud suit les alertes fillettes qui sont évoquées au vers 26. Donc on peut imaginer qu'il ne les suit pas physiquement, il les suit du regard vraisemblablement. Mais il n'empêche que le verbe qu'on s'attend spontanément à trouver quand on lit pour la première fois le vers, c'est le verbe être, puisqu'on a débraillé comme un étudiant, placé en apposition après, qui va isoler le verbe être de son complément. Donc on a tendance à lire « moi, je suis », et on se dit « moi, Rimbaud, j'existe ». C'est comme si on pouvait le percevoir de cette façon-là, avec l'utilisation d'abord du pronom personnel fort « moi », suivi du pronom personnel faible « je », et ensuite ce verbe. Donc on a vraiment ici l'affirmation d'une sorte de personnalité par opposition aux autres bourgeois qui ont été évoqués précédemment. Il se distingue par ailleurs de ces bourgeois par le fait qu'ils se présentent comme débraillés comme un étudiant, c'est-à-dire complètement à l'opposé de la tenue extrêmement rigide et stricte qu'arborent la plupart des bourgeois décrits précédemment. Un homme qui se fiche de son apparence, qui reste débraillé. Et la comparaison avec un étudiant renvoie à l'idée de légèreté, de liberté. On retrouve ensuite au vers 26 l'évocation d'arbres verts qui est si fréquente dans la poésie de Rimbaud, notamment dans Roman. Sauf que là, ce ne sont pas des tilleuls verts, mais des marronniers verts. Il n'empêche qu'on a toujours cette référence à la verdure comme une sorte de symbole de vie dans la poésie de Rimbaud. Et puis on a également l'évocation des alertes fillettes qui vont attirer l'attention du poète. Fillettes ici, bien sûr, il faut le prendre au sens large comme des jeunes filles, sans doute des jeunes femmes de son âge. Et alertes qui évoquent ici le mouvement, la rapidité, la vigueur, c'est-à-dire le contraire même de ce qu'étaient les bourgeois, qui eux apparaissaient comme totalement passifs et lourds dans leur attitude et dans leur mouvement, voire pas de mouvement du tout.
Le vers 27, elle le savent bien, évoque une sorte de jeu de séduction qu'on retrouve dans la suite du vers. Elles tournent en riant vers moi, leurs yeux tout pleins de choses indiscrètes. Donc l'idée d'un contact visuel, d'un jeu de regard entre le poète qui observe ces jeunes femmes et ces jeunes femmes, ou plutôt jeunes filles presque, vu le titre de fillette, qui le regardent en retour en rigolant. Donc on a l'évocation d'un jeu de séduction et une forme d'interaction en tout cas entre le poète et les jeunes filles, alors que les bourgeois, eux, étaient simplement dans la représentation de leur apparence. La strophe suivante, je ne dis pas un mot, je regarde toujours la chair de leur cou blanc brodée de mèches folles, montre l'évocation d'une forme de contemplation esthétique de la part du poète, véritablement ravi, charmé par la beauté de ces jeunes filles. Le fait qu'il ne dise rien montre qu'il est vraiment dans cette forme de rêve intérieur, pas dans l'idée de communication et encore moins de séduction avec elles. Il se contente de les admirer. Et ce regard est teinté d'une forme d'érotisme dans la façon dont on va le voir, puisqu'il va évoquer la chair de leur cou blanc brodé de mèches folles, donc un regard extrêmement précis et qui va se focaliser sur la chair, la blancheur de leur chair également, présentée comme positive ici, avec l'évocation assez subtile au vers 30 de brodé de mèches folles, comme si les cheveux de ces jeunes filles dessinaient une sorte de tatouage ou de broderie justement sur le cou elle-même. Tous ces termes qui sont positifs, amélioratifs. Hein. De la même façon, au vers 31, on retrouve le verbe suivre, qu'on avait déjà vu au vers 25, et qui évoque le regard porté par le poète sur ces jeunes filles. Il va parcourir, il va se glisser sous le corsage, sous les frêles atours, le terme frêle qui peut évoquer le fait que ces vêtements sont faciles à transpercer du regard, si l'on peut dire, et que le poète va chercher le corps véritablement sous les habits, ce qui va connoter justement cet érotisme du regard. Même chose avec l'évocation du dos divin, bien évidemment un adjectif mélioratif ici, la courbe des épaules, qui va évoquer l'harmonie des formes de ces jeunes filles, avec une idée de douceur, de fluidité, de sensualité, qui va être présente. Donc un regard chargé de désir, porté par le poète sur ces jeunes filles qu'il voit s'amuser à l'occasion de ce concert. De la même façon, au vers 37, j'ai bientôt déniché la bottine, le bas, le verbe dénicher qui évoque l'idée de quête, de recherche, et on voit que le poète donc cherche encore une fois à pénétrer sous les habits de ces jeunes filles par le regard, bien sûr, avec une forme de jeu qui va manifester ce désir. On a la bottine, le bas, et ensuite ces points de suspension qui évoquent le fait que son regard se poursuit et qu'il a peut-être continué à remonter après le bas pour atteindre le reste du corps des jeunes filles. On retrouve d'ailleurs cette idée, je reconstruis les corps, brûlés de belles fièvres, l'évocation de ce désir ardent qui l'anime, avec l'idée que par l'imaginaire, il va se représenter le corps de ces jeunes filles et que lui-même est emporté par une sorte de fièvre du désir. Elle me trouve drôle et se parle tout bas. Encore une fois, ce vers connote l'originalité du poète, qui est à la fois objet d'une gentille moquerie, presque on a l'impression, sur le mode un peu, il est bizarre celui-là, qu'est-ce qu'il a, etc. Et les jeunes filles rigolent en le regardant. Mais cette originalité ne déplaît pas au poète, bien au contraire, et je sens les baisers qui me viennent aux lèvres. On a ici l'apparition d'un désir avec une forme de personnification des baisers qui viennent sur ses lèvres, comme s'il avait envie d'embrasser par avance. Donc deuxième mouvement, ici beaucoup plus court que le précédent, mais qui va donner au poète une image de marginal, encore une fois, par rapport à la bourgeoisie, de marginal qui s'isole volontairement, qui regarde et qui est surtout occupé par le désir de vivre, le désir d'aimer, présent ici, et puis par une forme d'indépendance totale, et surtout par un esprit de rêverie et de contemplation esthétique à l'opposé des caractéristiques des bourgeois décrits précédemment. Voilà, et donc pour conclure, on peut dire que ce poème manifeste une forme d'émancipation, enfin manifeste l'émancipation du poète. Je me rends compte que j'ai oublié de vous donner la problématique dans l'introduction, comme quoi, voilà, ça arrive au meilleur, mais il ne faut pas l'oublier quand même, ou du moins on dit qu'on l'a oublié quand on se rend compte. Et donc un poème qui manifeste son émancipation, il reste 10 secondes, donc vous lirez
La conclusion sur le cours. Voilà, j'espère que ça aura été suffisamment clair et que j'ai pas parlé trop vite.